Avec les vidéos précédentes, nous avons appris à ajouter des références bibliographiques dans Zotero. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment, une fois qu'on a commencé à accumuler de la documentation dans sa bibliothèque, on va pouvoir commencer à l'organiser de façon un peu à s'y retrouver. Alors bien entendu, quand on démarre avec Zotero, il n'est pas forcément nécessaire. D'emblée, on a le sentiment que finalement, les quelques références qu'on ajoute à sa bibliothèque, on arrive assez vite à s'y retrouver. En réalité, si on ne prend pas des bonnes habitudes dès le début, quitte à en changer en cours de route, mais en tout cas, si on ne s'oblige pas un peu à organiser sa documentation, on peut vite se retrouver avec une bibliothèque qui part un peu dans tous les sens, pour le dire vite, et dans laquelle on a parfois un peu du mal à se retrouver. En l'occurrence, c'est l'exemple typique de celle que vous avez sous les yeux, puisque si vous voyez bien qu'il y a 6237 documents dans ma bibliothèque, vous pourrez constater tout à l'heure que tout n'est pas particulièrement bien rangé. Donc l'idée de cette vidéo est de vous donner un certain nombre de bonnes habitudes dès le départ. Alors, il y a plusieurs façons d'organiser sa bibliothèque Zotero. L'objectif ici ne va pas être de vous montrer les fonctions les plus avancées de ces pratiques. Un certain nombre de références que je vais ajouter dans la bibliothèque pour les besoins de la démonstration vous permettront d'aller plus loin. Dans l'immédiat, l'idée est principalement de vous montrer comment utiliser les collections, comment utiliser les tags ou les mots-clés, qui sont appelés des marqueurs dans Zotero, comment prendre des notes sur vos références bibliographiques, et enfin comment tout ça peut être utilisé pour la création d'un rapport qui vous permettra ensuite de savoir un peu où vous en êtes, d'écrire, etc. On y reviendra. Alors la question des collections dans un premier temps. Quand vous êtes dans Zotero, vous voyez ici, je suis dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque contient l'ensemble des documents qui ont été ajoutés dans mon Zotero. C'est le cœur du logiciel, c'est dans cet emplacement que tout figure. Cet emplacement, je vais pouvoir l'organiser de façon à m'y retrouver un petit peu, et les collections, c'est ce que vous voyez dans le panneau à gauche, c'est ce type d'arborescence où on a des collections, des sous-collections, et on a des arborescences qu'on peut ensuite déplier un peu autant qu'on veut. Alors, comment on crée une collection? C'est très simple. On se place dans la bibliothèque, on va faire un clic droit et on va lui proposer de créer éventuellement une nouvelle collection. On va lui donner un nom. On va dire OK, et la bibliothèque va être créée. Alors ce que vous voyez que j'ai fait ici, c'est que tout simplement j'ai mis des symboles ici, 00 avec quelques tirets bas, etc. Parce que tout simplement les collections et les sous-collections sont tout simplement classées par ordre alphabétique, en tenant compte des symboles, des chiffres, etc. Et donc du coup, on peut jouer comme ça sur une numérotation de ces collections pour les mettre dans l'ordre que l'on veut. Alors si on est très organisé, on va les avoir numérotées correctement. Et si on n'est pas extrêmement bien organisé et qu'on a besoin, pour les besoins d'une démonstration comme celle-ci, ou parce qu'on est en train de travailler sur une question à un moment donné, de faire remonter la collection tout en haut, on peut utiliser ce genre d'artifice. C'est exactement la même chose pour créer une sous-collection. On va pouvoir éventuellement faire tout simplement un clic droit sur le nom d'une collection. C'est ce qui va nous permettre de la renommer, de la supprimer, etc. Et éventuellement de créer une sous-collection. Donc là, on va pouvoir, par exemple, créer cette sous-collection qui va s'appeler 1 généralité. Et vous voyez qu'ici, cette collection a été créée. Comment on alimente ensuite ces collections? Comment on place les références à l'intérieur? C'est très simple. Première possibilité, imaginons que vous ayez déjà ajouté des références dans votre bibliothèque concernant le sujet sur lequel on travaille. Donc par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche dans la bibliothèque en se disant peut-être que j'ai déjà des choses qui concernent Zotero. Et si vous vous souvenez de la référence que nous avons ajoutée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le guide de la bibliothèque de Sciences Po, eh bien on va tout simplement pouvoir aller le glisser-déposer dans Zotero. Et là, comme je sais que je veux le mettre tout de suite dans Généralité, c'est une présentation générale du logiciel et c'est un tutoriel très complet, eh bien je le place ici. J'ai fait un glisser-déposer, et quand je clique ici, je constate qu'effectivement, la référence s'y trouve bien. Au passage, je me suis rendu compte
que j'avais une autre référence que je voulais éventuellement ajouter, et bien hop, je vais tout simplement l'ajouter dans Généralité, ça fonctionne. Ce fonctionnement en collection et sous-collection ressemble en quelque sorte à ce qu'on pourrait appeler des playlists. C'est-à-dire que tout ce qui figure dans la bibliothèque générale y reste. Ce que ça signifie, c'est que ce que l'on met dans les collections n'est pas dupliqué. C'est une sorte d'avatar du contenu de votre bibliothèque. Ce que ça veut dire, c'est qu'une référence peut tout à fait être placée dans plusieurs collections. Donc on va par exemple constater ici que je peux tout à fait mettre cette référence, ces deux références dans Généralité ou dans Démo. En réalité, la référence n'a pas été triplée, elle n'est pas une fois dans ma bibliothèque, une fois dans Généralité, une fois dans Démo, elle est bien dans ma bibliothèque générale, et simplement je l'ai classée dans cette catégorie, dans cette collection ou sous-collection. Mais si je supprime, par exemple, ma collection Démo, je vais pouvoir supprimer la collection en faisant bien attention à ne pas supprimer la collection et ses documents. Je vais uniquement supprimer la collection. Vous voyez qu'il est bien précisé, les documents de cette collection ne seront pas supprimés. Et donc je supprime ma collection parce que je n'en ai plus besoin. Mes références sont toujours ici et bien entendu, elles sont toujours dans ma bibliothèque. Alors ça, c'est une première façon d'ajouter des références à son Zotero, éventuellement directement depuis ce que vous auriez déjà ajouté dans votre bibliothèque. Une autre façon consiste à demander à Zotero de l'ajouter directement dans la collection dans laquelle on se trouve lorsqu'on surfe avec son navigateur web. Donc par exemple, ici, je vais tout simplement cliquer dans Zotero et je vais cliquer sur ce billet de blog que je recommande à toutes celles et ceux qui voudraient réfléchir de façon beaucoup plus avancée sur la façon d'organiser sa bibliothèque dans Zotero. Il y a énormément de conseils très pratiques et très intéressants qui sont proposés sur la façon d'adopter un plan de classement, etc., les limites, etc. Je vais cliquer ici et vous l'aviez peut-être déjà remarqué, lorsque l'on clique sur l'insertion dans Zotero, vous voyez que Zotero nous propose de regarder notre bibliothèque et nous propose finalement d'éventuellement aller l'ajouter dans un endroit spécifique. Et là, par exemple, je peux tout à fait aller dire non, finalement, je veux qu'il soit dans Généralité. Et vous voyez qu'il l'a modifié ici, il l'a bien ajouté dans Généralité. Si finalement je me dis non, ce que je veux c'est le mettre dans Général, je le laisse ici. Et donc on peut procéder ainsi en étant directement dans la bibliothèque. Je vais tout simplement cliquer et l'ajouter dans la collection dans laquelle je me trouve. Et la référence, bien entendu, est dans ma bibliothèque et non pas seulement dans la collection dans laquelle je l'ai ajoutée. Alors bien entendu, on n'oublie jamais de vérifier les métadonnées, et en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, en ajoutant ce billet de blog dans Zotero, il me manque la date, qui est pourtant bien indiquée ici. Je vais simplement aller l'ajouter. Comme je vous l'ai indiqué, on peut décider de garder des références dans son Zotero qui n'ont pas forcément vocation à être citées, mais tout simplement parce qu'on se dit, tiens, il faut absolument que j'en garde une trace. Et comme je vous l'indiquais, on peut tout à fait détourner l'usage d'une référence, d'une des métadonnées consacrées à autre chose. Donc par exemple, si je vais là pour ajouter un tweet, vous allez pouvoir constater qu'il n'existe pas de références qui correspondent à un tweet. Alors on pourrait imaginer message instantané. Ce que je vais plutôt faire ici, c'est que je vais l'aspirer ici comme une référence page web. Alors je pourrais bien sûr tout à fait le laisser tel quel, mais en fait je vais plutôt détourner la référence billet de blog, ce qui va même me permettre de préciser un auteur. Je vais laisser Twitter,
Et simplement, là, ce que je vais faire, plutôt que d'enregistrer le tweet directement, je vais simplement, comme c'est un fil de conseils autour de la classification d'une bibliothèque, ça tombe particulièrement puisque Joe Pegady a fait ce thread aujourd'hui au moment où je vous fais cette vidéo, donc ça me permet de l'ajouter et de vous le recommander. Et simplement, ce que je vais mettre, je vais écrire et ça me permet de l'ajouter dans ma bibliothèque et d'en garder une trace. Et comme la capture d'écran est activée, ça me permet par la suite... Ah non, il faudrait se connecter, pardon. Donc là, raté. Si vous étiez connecté à Twitter, là je ne suis pas connecté en fait sur ce site, on aurait pu le voir apparaître, c'est pas grave. Donc j'ai ajouté cette référence et il me manque la date, où là je vais préciser la date exacte. Et ça me permet de le garder dans ma référence. Donc je vais faire cela avec plusieurs références, donc l'idée c'est de vous montrer, en profitant de cette nouvelle vidéo, de vous remontrer un certain nombre de choses des précédentes, pour vraiment insister sur l'importance de la vérification des métadonnées, et puis pour vous présenter une petite sélection de ressources sur Zotero. Donc là en l'occurrence par exemple on pourrait ajouter ce chapitre d'un livre qui s'appelle Expérimenter les humanités numériques, qui a été co-dirigé par 4 auteurs. Je vous recommande vivement cet ouvrage qui vous donne un panorama général de ce que sont les pratiques en humanité numérique. Et plus généralement, je vous recommande vivement cette collection qui s'appelle Parcours numérique, qui est éditée par les presses de l'Université de Montréal et qui est une collection d'ouvrages en ligne et en libre accès associés à des publications papier partielles. Je voulais vous le montrer parce qu'on a un chapitre sur Zotero dans ce volume, et pour vous montrer aussi les problèmes de connecteurs qu'on peut rencontrer. Vous voyez qu'ici, le chapitre n'est pas reconnu comme un chapitre, et si je clique ici, on a quelque chose qui est assez courant et qu'on n'avait pas rencontré dans les vidéos précédentes, qui est un problème d'encodage qui fait que non seulement le chapitre n'est pas reconnu comme un chapitre, mais en plus, même si on retrouve bien ici l'URL, une date, etc., etc., on a un titre qui ne correspond absolument pas au chapitre qu'on vient de télécharger et on n'a pas de nom d'auteur. Alors là, l'avantage, c'est que cette collection se trouve hébergée aussi sur OpenEdition et que lorsque je récupère la référence, on a l'ensemble des informations qui sont bien récupérées, le titre du chapitre, son auteur, les éditeurs de l'ouvrage collectif. Alors là, en revanche, malheureusement, on n'a pas le résumé, mais qu'on va éventuellement pouvoir récupérer s'il est présent, ce qui n'est pas le cas. Donc en général, ce que moi je fais, c'est que je prends les premières lignes, parce que c'est toujours utile pour l'indexation, la collection, le lieu, l'éditeur, l'année de publication. Donc là, c'est un problème avec les publications sur OpenEdition, c'est que ce qui nous est indiqué n'est pas l'année de publication du livre en général, c'est l'année de mise en ligne sur la plateforme. Il se trouve que c'est un livre publié en 2016. On peut décider de maintenir plutôt la date de mise en ligne sur la plateforme. J'ai tendance à préférer mettre la date réellement de publication, quitte à ajouter dans le résumé, dans une note, ce genre de choses-là, le fait que la référence, on l'a trouvée sur une mise en ligne en 2018. Le reste de la note semble à peu près correct. On va pouvoir ajouter d'autres références en s'assurant systématiquement qu'on a une référence bien complète, avec la date, l'URL, ça semble correct. Un autre article de revue. Là, on a un souci ici. Qu'il faut corriger. Un retour d'expérience sur l'usage de Zotero. Vous voyez qu'on retrouve le même problème que tout à l'heure. On est tout simplement face à la plateforme hypothèse qui, pour des raisons d'encodage de la page, n'arrive pas, Zotero, le connecteur, n'arrive pas à récupérer la date, donc il faut l'ajouter à la main.
C'est bien entendu absolument pas définitif, il suffit que l'équipe d'hypothèse un jour corrige un petit peu la façon dont les métadonnées sont envoyées sur la page et il est tout à fait possible que à l'avenir, quand on clique, on récupère immédiatement les références. Je vais récupérer celle-ci en procédant aussi à la même correction. Et enfin, un ouvrage portant lui aussi sur Zotero. En faisant attention à tout cela et en enlevant par exemple ça parce que cela ne me semble pas utile. On pourrait tout à fait le laisser comme ça, j'ai pris l'habitude de les enlever. Voilà, donc là maintenant, on a une série de références qui ont été ajoutées à une collection qui s'appelle Zotero. Certaines sont dans Généralité. Et on va pouvoir créer des sous-collections, par exemple, du type retour d'expérience. Et donc je vais pouvoir tout simplement aller classer mes références. Donc, par exemple, retour d'expérience. Là, on est plutôt dans Généralité. Généralité. Je vais pouvoir ajouter en les sélectionnant les mettre là. Et je vais créer une nouvelle sous-collection que je vais appeler classement, dans laquelle je vais ajouter celui-ci, celui-ci et éventuellement celui-là. Vous voyez qu'en fait, du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté un certain nombre de références à ma collection Zotero. Il y en a qui se trouvent dans Généralité, d'autres dans Retour d'expérience, d'autres dans Classement. Certaines sont dans plusieurs collections. Et certaines sont dans des sous-collections, mais on ne les voit pas ici. C'est-à-dire que j'ai indiqué des références ici, par exemple, si vous prenez cette référence ici, elle est dans Généralité, mais elle n'apparaît pas dans ma collection. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à régler. Si ce que l'on veut, c'est que, quoi qu'il arrive, lorsque l'on clique sur une collection, on puisse observer le contenu complet de l'intégralité de la collection, c'est-à-dire y compris les références qui n'ont été ajoutées que dans des sous-collections, c'est très simple. On va aller dans Affichage, et on va cliquer sur Afficher les documents des sous-collections. Et donc vous voyez qu'il y a un instant, il n'y avait que 9 documents, celui-ci n'était pas apparent, désormais il apparaît, donc ce que ça signifie, c'est que maintenant, quand je clique sur ma collection Zotero, j'y vois tous les contenus, ceux que j'ai mis dans Généralité, Retour d'expérience et Classement. Lorsque je suis dans ma bibliothèque et que j'ai procédé à certains classements, il y a plusieurs choses qui vont me permettre d'améliorer mon travail d'organisation, en particulier si j'ai déjà pas mal de références et que je souhaite les ranger proprement. Donc par exemple, une question que je pourrais me poser, c'est de me dire, tiens, avec tout ce que je viens de faire, est-ce que je suis sûr de bien avoir rangé mes références dans les collections qui m'intéressent. Donc par exemple, je tombe sur cette référence et je me dis, tiens, sur dans quelle collection j'ai bien pu ranger ce billet, je ne suis pas sûr du tout, et bien je vais tout simplement le sélectionner et cliquer sur mon clavier, appuyer sur la touche Option sous Mac et CTRL sous PC, et vous voyez que lorsque j'appuie, ici vous voyez en surbrillance la collection dans laquelle cela a été rangé. Et vous voyez qu'ici, elle apparaît aussi dans Test, puisque hier, nous l'avons ajouté dans Test. Alors là, ma bibliothèque étant très développée, on ne le voit pas très bien. Je vais vous le remontrer autrement. Vous voyez qu'ici,
Zotero me dit tout de suite c'est dans Généralité dans Test. L'avantage dans ce fonctionnement, c'est que si je referme les collections et les sous-collections et que je refais de la même façon, il va m'ouvrir l'arborescence et bien m'indiquer la sous-collection dans laquelle se trouve la référence. Donc ça, c'est une façon de repérer les endroits où potentiellement j'aurais pu ranger mes références, les sous-collections dans lesquelles j'aurais pu les classer. Un autre instrument utile dans Zotero pour se retrouver dans les classements, dans les collections ou sous-collections qu'on aurait pu opérer, c'est tout simplement d'aller regarder dans des collections dynamiques, c'est-à-dire des collections qui sont fabriquées automatiquement par Zotero, c'est-à-dire tout ce qui est ajouté dans la bibliothèque mais qui n'est pas dans une collection ou sous-collection apparaît dans non classé. Donc là, c'est l'illustration de ce que je vous disais en début de vidéo. Ma bibliothèque n'est pas très bien classée. Sur les un peu plus de 6000 références que j'ai, il y en a un bon millier qui n'est pas classé. Donc ça, si on est un peu plus soigneux et que dès le début, on prend l'habitude de classer ces références dans des collections et des sous-collections, de temps en temps, on jette un petit coup d'œil dans non classés et on peut constater, aller les chercher et éventuellement aller les répartir un peu plus proprement dans des collections ou des sous-collections. L'autre collection dynamique qui peut être utile, c'est celle qui s'appelle doublon. Parce qu'il se trouve que parfois on peut être amené à rajouter des références dans son Zotero de façon un peu rapide parce qu'on est en train de constituer une bibliographie pour un cours par exemple, ou parce qu'on va aller à la bibliothèque ou sur un catalogue de bibliothèque et aspirer un petit peu tout ce dont on pense avoir éventuellement besoin sans le classer, etc. Et puis dans les semaines d'après, on va avoir parfois tendance à réajouter une référence parce qu'en fait on l'a ajoutée sans prendre le temps de la classer, de la noter, etc. Et donc on va se retrouver dans sa bibliothèque avec parfois des doublons. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, j'en ai un certain nombre, et tout simplement, si je sélectionne l'un d'entre eux, ce que me propose Zotero ici, vous le voyez, c'est éventuellement de fusionner les deux éléments. Donc, à moi d'être très vigilant et de vérifier qu'il s'agit bien d'un doublon. Il arrive parfois que deux références puissent être considérées comme des doublons parce que ce sont par exemple deux volumes d'un ouvrage avec exactement le même titre parce qu'on n'a pas précisé dès le titre qu'il s'agissait de deux volumes, ce genre de choses-là. Donc il faut être quand même vigilant. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que ce que nous dit Zotero ici, c'est que il va nous proposer de choisir la version du document à utiliser comme document maître, c'est-à-dire celui qui prendra le pas sur l'autre si jamais il y a des informations similaires dans les deux fiches. Donc vous voyez qu'ici, j'ai deux documents. C'est bien un doublon, simplement il y en a un qui est complet et bien entré. J'ai bien le titre, le nom des deux auteurs, la collection, le lieu, l'éditeur, l'année, les pages, et une autre version où j'ai un peu moins de choses et notamment un auteur qui manque. Et bien donc je vais proposer à Zotero de plutôt prendre cette version comme document maître et je vais fusionner les deux éléments. La référence sort des doublons et elle est bien ajoutée proprement dans ma collection. Si je reprends une autre version par exemple ici, je vais avoir deux versions, et là ce que vous constatez, c'est que en réalité il n'y a quasiment rien qui change, c'est juste le format d'intégration de la date. Donc ça c'est pas très important. Là on voit un doublon qui est ajouté tout simplement par le réimport que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Je peux fusionner les deux éléments, la référence quitte les doublons. Donc voilà pour les classements en collection. Sur la meilleure façon de classer les collections, en réalité, il n'y a pas de règle universelle à vous proposer, si ce n'est le fait d'essayer d'adapter le plus possible vos usages à vos préférences de travail, au type de projet dans lequel vous êtes impliqué, etc. Parmi les différents conseils qui vous sont donnés, vous avez ce billet de blog que je vous ai présenté au début et celui-là qui vous donne deux méthodes un peu différentes qui peuvent être très intéressantes à réfléchir. Il n'y a pas de règle universelle, la seule règle c'est de réfléchir à la façon dont on veut classer ses références. Alors il y a une autre façon d'utiliser Zotero et d'organiser sa bibliothèque, c'est pas une façon qui serait une alternative finalement aux collections, c'est plutôt un complément, c'est celui des mots-clés, ce que Zotero appelle des marqueurs, qui est une traduction un peu littérale de tag en anglais, et donc vous allez avoir des marqueurs dans votre bibliothèque. Alors, qu'est-ce que c'est ces marqueurs? Vous les retrouvez ici dans le panneau justement des marqueurs. Et en fait, l'intérêt d'ajouter des marqueurs à vos références bibliographiques,
c'est que ça va vous permettre d'ajouter des éléments de classement. Alors on peut tout à fait imaginer que ce soit des mots-clés thématiques pour ajouter à votre classement en collection. On peut imaginer par exemple que vous fassiez des collections par thématique générale et des mots-clés par thématique beaucoup plus précise, ou des collections par cours que vous suivez avec leurs intitulés par exemple, et des mots-clés par thématique, etc., etc. On a aussi une autre façon de procéder qui peut consister tout simplement à utiliser les mots-clés comme des petits avertissements qu'on se donne à soi-même, ou un moyen de plus facilement s'y retrouver quand on accumule beaucoup de références. Donc comment on ajoute un mot-clé? Eh bien tout simplement par exemple en allant sur la référence et dans le panneau des métadonnées, dans le panneau du document, cliquez sur marqueur et en ajouter un. Et le type de marqueur qu'on peut s'ajouter, par exemple, c'est lu, pour se préciser que cette référence, on l'a bien lue. On va pouvoir en ajouter une autre ici, qu'on va ajouter en précisant non lu. Voilà, j'ai ajouté quelques mots-clés. On a donc des mots-clés qui sont ensuite ajoutés, vous le voyez ici, dans un panneau plus général de mots-clés. Quel est l'intérêt de ces mots-clés? La première chose, c'est qu'ils sont indexés ici. Donc lorsque vous faites une recherche dans l'ensemble de votre bibliothèque, vous pouvez décider de faire une recherche dans les marqueurs, et par exemple tout simplement de cliquer sur Lu, et là vous allez avoir quelque chose qui va aller chercher toutes les références dans lesquelles on trouve le mot Lu dans tous les champs, c'est-à-dire les notes, etc., et les marqueurs. Comme vous pouvez le constater ici, avec le type de mots-clés que je viens d'utiliser, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant dans l'usage de Zotero. C'est totalement lié au type de mots-clés que je viens d'utiliser. En revanche, le mot-clé se trouve ici dans une liste de tous les mots-clés contenus dans ma bibliothèque, et donc je vais pouvoir tout à fait aller faire une recherche et taper lu. Vous voyez qu'ici, je vais avoir tous les mots-clés où les deux lettres apparaissent, et je vais pouvoir cliquer sur les deux mots, sur le mot-clé qui m'intéresse. Et ce que fait Zotero ici, c'est qu'il filtre dans l'ensemble de la bibliothèque les références dans lesquelles il trouve ce mot-clé. Il suffit ensuite que je décoche pour tout retrouver. Je peux tout à fait aussi faire la même chose dans une collection, une sous-collection. Il va non pas filtrer toute la bibliothèque, mais uniquement le contenu de la collection, avec non lu ou avec lu. L'un des intérêts du fonctionnement des mots-clés, des marqueurs sous Zotero, c'est qu'on peut aussi leur attribuer une couleur. Ça permet de gagner pas mal de temps quand on utilise ce type de mots-clés, c'est-à-dire des petits messages qu'on se laisse à soi-même pour la suite. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait, d'ailleurs on va en ajouter un, on pourrait se dire par exemple acheter, et on pourrait se dire, bon, je vais, pour m'y retrouver ici dans ma bibliothèque ou dans mon Zotero, bon là il n'y en a que deux donc ça va, mais ici par exemple, je vais avoir beaucoup de mal à retrouver lu, non lu, ou à acheter, etc. Et bien ce que je vais pouvoir faire tout simplement, c'est attribuer des codes couleurs. Donc je vais pouvoir par exemple dire attribuer une couleur, et lui dire que quand c'est non lu, je vais plutôt mettre un rouge, et quand c'est un lu, je vais attribuer plutôt un vert. Vous voyez qu'ici, tout de suite, ce que ça ajoute, c'est des petits carrés de couleurs dans la référence. Ce que ça signifie, c'est qu'ensuite, quand je suis dans ma bibliothèque, en général, je peux repérer immédiatement ce petit code couleur. Quand je suis dans la collection, bien entendu, encore mieux. Et ensuite, quand je vais filtrer, je vais pouvoir filtrer mes références directement dans mon Zotero. Cet usage des mots-clés, c'est l'une des possibilités. Vous en avez bien sûr beaucoup d'autres. Vous pouvez décider d'utiliser des mots-clés pour énormément d'usages possibles. Si vous faites un travail à plusieurs, on peut imaginer par exemple que vous ajoutiez le nom de les initiales de celui ou celle qui a ajouté la référence. Bien que le site de Zotero permette de le voir assez facilement, ça vous ferait éventuellement gagner du temps si vous ne voulez pas vous rendre sur la bibliothèque de groupe, etc.
Une chose sur laquelle il faut que vous soyez vigilant, vous avez peut-être pu l'observer en regardant les collections utilisées ici, c'est que quand on regarde les marqueurs ajoutés ici, nous avons des marqueurs ici qui étaient préexistants lorsque je les ai ajoutés. De quoi il s'agit exactement? Ce sont des marqueurs qui ont été ajoutés automatiquement à partir des sujets du catalogue de la bibliothèque utilisée. En fait, j'ai aspiré cette référence sur le sudoc, j'ai des sujets sur le catalogue de la bibliothèque, ils ont été repris ici. Alors, comment faire pour ne pas voir sa bibliothèque polluée en quelque sorte par des mots-clés qui ne nous intéressent pas, parce qu'ils ne sont pas ceux que nous on a créés, parce que la démarche d'un bibliothécaire quand il met des sujets n'est pas la même que celle d'un utilisateur quand il lui-même classe sa bibliographie, tout simplement parce que l'objectif du bibliothécaire c'est de mettre toutes les thématiques possibles qui concernent l'ouvrage pour que tout le monde puisse le trouver dans le catalogue, alors que vous, ce que vous allez plutôt faire, c'est ajouter des marqueurs, des thématiques qui correspondent aux usages que vous avez vraiment. Donc ce type d'ajout peut être un petit peu, disons, polluant dans la bibliothèque. Pour les supprimer, on a plusieurs possibilités. On a une possibilité toute simple, on tombe sur une référence comme ici, on voit des marqueurs qui ont été ajoutés automatiquement. Alors la meilleure façon de l'identifier quand on se pose la question, c'est qu'on voit ici qu'on a tout simplement des petites étiquettes orange, là où celles que j'ai ajoutées moi, elles sont bleues, donc c'est une façon de les distinguer. On peut tout simplement cliquer sur le petit moins qu'on trouve ici pour le supprimer. Une autre façon de procéder, c'est tout simplement directement depuis le panneau des marqueurs de faire un clic droit et de dire effacer le marqueur. Et ce que nous dit Zotero, c'est que ce marqueur va être supprimé de tous les documents qui ont été ajoutés dans la bibliothèque. Ça a un avantage, c'est que si c'est un marqueur qui ne nous intéresse pas parce qu'on l'a ajouté nous-mêmes ou parce qu'il a été ajouté automatiquement, on va tout simplement pouvoir le retirer massivement de toute la bibliothèque sans avoir à s'embêter. Une autre façon de supprimer ces marqueurs qui ont été ajoutés automatiquement, c'est tout simplement en allant cliquer donc dans le panneau des marqueurs tout en bas, à côté de la petite barre de recherche, on va pouvoir lui dire supprimer de cette bibliothèque tous les marqueurs qui ont été ajoutés automatiquement. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette bibliothèque, il y a plein de marqueurs qui ont été ajoutés automatiquement parce que j'ai pas été particulièrement prudent sur la question. Si je veux m'en débarrasser pour repartir à quelque chose de vraiment propre, eh bien je n'ai qu'à cliquer sur le bouton et il va supprimer tous les marqueurs qu'il va trouver dans mon Zotero. Et ce que vous voyez ici, c'est que ça en a supprimé déjà pas mal. Bon, en réalité, il m'en reste quand même pas mal parce qu'il y en a pas mal que j'ai ajouté moi-même. Comment éviter de vous trouver face à cette obligation de faire le tri entre des marqueurs ajoutés à la main ou des marqueurs automatiques? C'est tout simplement dans les préférences de Zotero. Si on va dans les préférences de Zotero, dans les préférences générales, vous vous souvenez que c'est ici qu'on peut par exemple décocher la capture automatique de page web, et bien c'est ici aussi qu'on va pouvoir lui demander de ne pas ajouter automatiquement au document des marqueurs à partir des mots-clés fournis. C'est-à-dire qu'au lieu d'aspirer une référence qui va automatiquement avoir des mots-clés, ici je décoche. Et vous voyez que si par exemple je supprime cette référence et que je la réajoute, eh bien cette fois-ci, aucun marqueur n'a été ajouté, alors que si j'avais laissé les préférences en cochant l'ajout des mots-clés, si je vais dans les marqueurs, vous voyez qu'il les a réajoutés. Voilà en gros pour les marqueurs qui sont donc assez faciles à ajouter, à supprimer, etc. Vous allez pouvoir donc utiliser des codes couleurs, donc ça c'est pareil, c'est le genre de choses auxquelles il faut réfléchir.
Rien n'est définitif, on peut tout à fait ensuite modifier le marqueur, le renommer. Il est renommé pour toutes les références. On peut tout à fait décider de changer la couleur, etc., etc. Donc ça, c'est une deuxième façon qui s'ajoute à celle des collections de bien organiser sa bibliothèque. La troisième façon que je vous encourage à vivement mobiliser, c'est celle de l'annotation des références. Prendre des notes, alors il y a la version la plus courante, celle qui vous vient forcément à l'esprit, c'est tout simplement vous lisez un article, un billet de blog, un livre, et vous allez ajouter des notes pour savoir de quoi il parle exactement, etc. Donc pour ajouter une référence, comment on procède? Eh bien tout simplement on va faire soit un clic droit, ajouter une note, soit se placer dans les références, ajouter une note fille, c'est de la traduction littérale de l'anglais, hein, ça veut dire qu'elle est rattachée à la référence, soit quand on est dans la référence ici, aller dans le panneau du document, cliquer dans l'onglet notes et ajouter une note. Donc là vous voyez, ces trois façons de faire m'ont ajouté 3 notes. Pour les supprimer, on peut tout simplement faire un clic droit, mettre le document à la corbeille, ou alors aller dans le panneau du document, vérifier les notes et cliquer sur le petit moins pour supprimer la note que l'on veut enlever. Comment on prend des notes? Eh bien tout simplement, comme dans n'importe quel éditeur de texte ou traitement de texte, on va tout simplement écrire ce qu'on veut. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des habitudes dès le départ et d'ajouter des notes à toute référence ajoutée, et notamment l'une des notes que je vous invite à prendre l'habitude de créer systématiquement, c'est une note dans laquelle vous vous indiquez à vous-même les conditions dans lesquelles vous avez consulté la référence. Par exemple, on peut tout simplement ici noter que cette référence et donc dans ma note, il est bien précisé que la référence a été ajoutée pour les besoins d'un tutoriel. Je vais pouvoir mettre des notes de ce type-là par exemple. Par exemple, on peut ajouter des références comme ça pour s'assurer des conditions dans lesquelles on a consulté. On peut aussi, en fonction du type de besoin qu'on a, aller ajouter une note, par exemple, qui signifiera billet ajouté pour le tutoriel, par exemple, et ajouter une note, une deuxième note. Et là, vous allez comprendre pourquoi je numérote. Se préciser, par exemple, que il s'agit d'un retour d'expérience de l'usage de Zotero pendant 5 années, très utile pour les étudiants, par exemple. Et donc là, vous voyez que l'intérêt d'avoir utilisé cette numérotation, c'est que les notes sont classées dans ma bibliothèque Zotero par ordre alphabétique, par ordre alphanumérique. Donc en fait, en mettant entre crochets 00, 01, je doute un jour de mettre plus de 10 notes dans une référence, c'est pour ça que je mets 00. Si vous êtes sûr de toujours en mettre moins de 10, bah vous pouvez tout à fait ne mettre qu'un seul chiffre. Ça, c'est en fonction de vos usages. Mais l'intérêt est double. La première chose, c'est que ça va classer les références, mais surtout, ça va vous permettre dans votre bibliothèque de systématiquement savoir à quoi correspond une note. C'est-à-dire que je sais ici, moi, que les notes 00 sont des notes que j'ajoute pour me préciser les conditions dans lesquelles j'ai consulté une référence. Ce que ça signifie, c'est que ça me permet ensuite, dans ma bibliothèque, de repérer tous les
toutes les notes pour lesquelles j'ai fait cette précision. Vous voyez ici que j'ai par exemple une note qui me dit article téléchargé pour la démonstration, cet article a été téléchargé sur Kern pour mon exposé, cette référence a été consultée, etc. Ça vous permet de vous y retrouver puisque vous voyez ici que quand vous êtes dans votre bibliothèque, dans l'onglet ici à droite, vous avez le nombre de notes ajoutées. Je vous rappelle que ça numérote le nombre de notes, mais que ça peut aussi être très utile pour savoir ce que l'on peut retrouver dans sa bibliothèque, c'est-à-dire je sais par exemple que pour toutes ces références-là, je n'ai pas pris le temps d'ajouter une note, donc ça permet de gagner du temps et de faire ce travail ensuite. Les notes, on peut donc les ajouter, les supprimer, se donner un certain nombre d'informations à soi-même, mais on peut aussi bien entendu faire des citations qu'on peut tout simplement, par exemple ici, je vais prendre encore cet exemple-là, et me dire que je vais, pour les notes notées 3, m'ajouter une citation en me disant tiens, celle-ci me semble très importante pour éventuellement travailler, je vais copier-coller et la mettre ici. On pourrait tout à fait bien sûr procéder autrement en se mettant des notes, en précisant en mettant par exemple une première citation ici, et de m'en mettre une seconde. Ça fonctionne exactement de la même façon, comme je les ai numérotées, elles sont dans l'ordre, et je peux savoir que cette note correspond à une citation, que celle-ci m'indique juste les conditions dans lesquelles je l'ai ajoutée à ma référence. Vous avez donc la possibilité d'organiser vos références avec des collections et des sous-collections, des notes qui vous permettent de filtrer à l'intérieur de vos collections et de sous-collections les contenus, et ensuite des mots-clés, pardon, et non pas des notes, et enfin des notes qui vont vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin pour organiser votre documentation en vue de son exploitation pour un devoir à rendre, un article à écrire, un mémoire à réaliser, etc. Tout cela a beaucoup d'intérêts différents. L'un des premiers intérêts, c'est que utiliser Zotero en tout début de scolarité universitaire, au tout début d'un mémoire, d'une thèse, etc., ça va vous permettre d'accumuler un certain nombre de savoirs et de connaissances sur la longue durée, de savoirs et de connaissances que parfois on va oublier, parce que tout simplement, il peut arriver qu'on ajoute une référence dans son Zotero, qu'on la lise un peu rapidement et qu'on passe à autre chose et que 2 ans plus tard, on retombe sur un livre, eh bien, aller vérifier si on n'avait pas déjà pris des notes sur Zotero peut faire gagner du temps. Je vous parle d'expérience, quand on travaille plusieurs années sur un sujet de recherche, il peut être un peu décontenançant de passer une demi-heure à la Bibliothèque nationale de France à lire un article qui nous dit vraiment quelque chose pour se rendre compte qu'en réalité on l'avait déjà annoté dans son ordinateur. C'est le genre de choses qui n'existera plus lorsque on le fait correctement avec Zotero. Un autre intérêt, bien entendu, c'est de préparer l'écriture d'un devoir, d'un mémoire, etc. Et là, on retrouve la fonction que j'avais pu évoquer et qui sera la dernière évoquée un peu rapidement dans cette vidéo, qui est celle de l'ajout d'un rapport, de l'affichage plutôt, pardon, d'un rapport sur le contenu d'une collection, d'une bibliothèque, etc. Donc là, vous voyez qu'on a, pour les besoins de cette démonstration, ajouté des références sur Zotero. Cela pourrait tout à fait, par exemple, être une bibliographie de travail pour l'organisation d'une conférence sur ce qu'est Zotero, ce que peuvent être ses usages et comment on gère sa documentation avec, ou une conférence, un exposé, un article, que sais-je, un billet de blog. Eh bien, une fois que j'ai accumulé cette
documentation, que je lui ai mis des mots-clés, que je l'ai annoté, etc. Si je veux me faciliter le travail et ne pas être obligé pendant que j'écris mon devoir de simplement aller vérifier si j'ai des citations pour une référence, pas pour une autre, etc., je vais pouvoir générer un rapport. Comment on génère un rapport? On va tout simplement faire un clic droit sur le nom d'une collection et lui demander d'établir ce rapport à partir de la collection. Vous l'aviez vu dans la démonstration générale du logiciel, ce que Zotero va me présenter ici, c'est tout simplement une page web qui est générée automatiquement et qui va contenir l'ensemble des informations contenues dans la collection concernant les références que j'ai ajoutées. Et donc ce que vous pouvez constater, c'est que, par exemple ici, j'ai une référence, son titre, l'ensemble des informations qui sont dans les métadonnées, mais aussi tout ce qui peut être attaché à la référence, c'est-à-dire les notes que j'ai prises et les éventuelles pièces jointes, qui là ont été ajoutées automatiquement parce que je n'avais pas pris la peine de décocher l'ajout de liens ou de capture d'écran. Ce qui est très utile ici, c'est que j'ai donc mes notes où l'on va retrouver éventuellement les citations, donc avec la numérotation 01, 02, 03, ou pour celles que je vous ai montré tout à l'heure, on peut aussi avoir consultation, citation 1, citation 2. Donc on peut comme cela organiser sa documentation, donc on peut générer un rapport depuis une collection, on peut générer un rapport à partir de seulement quelques références, on peut tout à fait se dire tiens, je veux avoir la possibilité d'afficher un petit rapport avec uniquement ces, on va dire ces 4 références, clic droit, établir un rapport à partir des documents. Et là, je ne vais retrouver que les 4 références que je viens de sélectionner. Cette page de rapport, elle va nous être utile parce que ensuite, je vais éventuellement, par exemple, pouvoir travailler directement avec mon éditeur de texte parce que je prépare par exemple un exposé sur Zotero et faire par exemple une introduction de présentation générale et simplement aller récupérer ma citation et tout simplement pouvoir continuer à écrire mon document. Donc ça, c'est le principal intérêt du rapport, c'est de pouvoir faire le point sur ce que l'on a fait dans sa bibliothèque et ensuite l'utiliser comme un instrument d'écriture pour ne pas avoir à aller chercher les informations. Si on a très bien classé sa documentation, on peut gagner un temps considérable. Ce rapport, bien entendu, on peut éventuellement l'imprimer, ce qui aujourd'hui pour des raisons écologiques est plutôt déconseillé si on peut l'éviter, mais on peut aussi tout simplement l'enregistrer ou l'imprimer. Donc par exemple, si vous devez élaborer ce rapport et que vous voulez l'envoyer à un camarade avec qui vous travaillez parce que vous n'avez pas de bibliothèque de groupe, ou à un enseignant qui vous le demande, etc., vous pouvez tout simplement faire fichier, imprimer, et demander à votre ordinateur de tout simplement l'enregistrer en PDF. Je vais l'ajouter ici sur mon bureau. Et vous voyez qu'ici, on a un fichier PDF qui a été créé, qui contient le rapport. C'est une version imprimée de cette version HTML. Une précision, certains utilisateurs de PC, j'ai pu le constater dans différentes formations, ont des difficultés à imprimer en PDF, tout simplement parce que sur certains ordinateurs, une imprimante PDF n'est pas installée de série. C'est particulièrement le cas dans une partie des ordinateurs des salles informatiques des établissements supérieurs. Dans ces cas-là, une des solutions peut consister à enregistrer le rapport dans un format page web. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas enregistrer page web complète, mais uniquement HTML only. Et vous enregistrez votre rapport Zotero au format HTML. Et donc, mince, ça n'a pas dû marcher.
enregistré, bien entendu, au mauvais endroit. Page HTML only. Et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'avoir un seul fichier au format HTML qui correspond aux rapports Zotero. Alors l'avantage de l'enregistrement HTML, c'est que c'est un fichier très léger et que c'est un fichier qui reprend exactement la mise en forme que vous aviez ici, puisque c'est une page HTML, là où le PDF est un petit peu différent, puisque c'est une version d'impression PDF. Donc voilà pour ce tour d'horizon des façons d'organiser votre bibliothèque et de la noter. Bien entendu, on est très loin d'avoir fait le tour des possibilités de Zotero. Je vous encourage vivement à aller regarder toute la série de billets qui ont été présentés au fil de cette vidéo. Bien entendu, je vais mettre quelques liens dans le descriptif de la vidéo pour vous y retrouver, de façon à les retrouver. Je ne les mettrai pas tous, mais vous verrez que simplement en tapant les titres dans Google, vous retrouverez très facilement toutes ces références.